Et pour ce faire, j'ai mon écran. J'aurai le plaisir de modérer ce panel. Qui traitera d'assainissement 2.0, recommander des actions pour mieux assainir les rejets aqueux d'origine anthropique dans nos milieux naturels au Québec. Je vais vous présenter nos panélistes. Nous avons Sonia Bemel, présidente de Watershed Monitoring, Jean Paquin, vice-président technologie chez Sanexen, Carole Fleury, de la conseillère scientifique du service de l'eau de la ville de Montréal, Marc-André Desjardins, vice-président environnement de FNX Innov, et Jean-Guy Cadorette, vice-président du développement des affaires du groupe EIOS. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Pour commencer, j'inviterai Jean Paquin à venir nous parler un petit peu de qu'est-ce que le projet Assainissement 2.0 et un petit peu la vision de ce projet. Alors, bonjour à tout le monde. Merci Candice. L'idée de ce groupe de travail-là est née au Symposium sur la gestion de l'eau de réseau environnement de septembre dernier, septembre 2019. Et ça s'est mis en marche seulement en juin dernier pour toutes sortes de raisons. Alors, la vision, c'est pas tellement compliqué, c'est qu'on désire avoir des systèmes aquatiques d'excellente qualité, à la fois pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la protection de la santé humaine, quand on tient compte d'exposition à des composés dommageables. Et tout ça, c'est en vertu des principes de l'économie verte. Ceux qui étaient là hier ont entendu Mme Pelchat parler d'économie verte, qui est un peu un fer de lance de Réseau Environnement et des membres de Réseau Environnement. Candice, suivant. Alors, le panel ne couvrira pas tous les sujets qui sont traités par Assainissement 2.0. On va se concentrer sur le volet municipal. Alors, on veut discuter d'enjeux qui ont trait à la qualité de nos effluents et on veut élaborer et déposer des recommandations au gouvernement du Québec. Il est bon de mentionner qu'un autre exercice qui se fait en parallèle avec le gouvernement du Canada. Il y a eu un beau webinaire le 13 octobre dernier sur la création de l'Agence canadienne de l'eau et on recueille depuis ce temps des commentaires, des recommandations d'un peu tout le monde. Dans 2 semaines, on a une rencontre avec le ministre Wilkinson et son équipe pour déposer des recommandations. Alors, s'il y en a parmi vous qui auraient des suggestions, commentaires, recommandations envers le gouvernement du Canada, il est possible de nous envoyer ça aussi. Et puis, pour ce qui est des recommandations du gouvernement du Québec, c'est quelque chose qu'on peut faire d'ici la fin de novembre. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, il y a un exercice qui s'est fait au cours des 2 dernières années. Il y a des organismes sans but lucratif qui visent la protection de l'environnement, qui ont dit au gouvernement canadien, écoutez, il y a un organisme qui s'occupe de la protection des Grands Lacs aux États-Unis, puis on n'a pas l'équivalent au Canada. Alors, depuis une dizaine d'années, le Great Lakes Restoration Initiative a investi à peu près 300 millions de dollars par année pour améliorer la qualité dans les Grands Lacs et c'est recommandé au gouvernement du Canada de faire un équivalent, pas seulement pour les Grands Lacs, mais aussi pour le Saint-Laurent, qui est l'exutoire, évidemment, des Grands Lacs. Alors, en 2019, on a fait du travail sur différents sujets. Et puis, entre autres, les substances toxiques, les nutriments, la contamination bactériologique, les changements climatiques. Il y a des recommandations et un plan d'action qui ont été déposés en mars dernier au Salon des technologies environnementales de Réseau Environnement. Il y a un rapport final déposé en juin. Ça implique des investissements d'une centaine de millions de dollars par année sur 10 ans pour le Saint-Laurent. Et c'est quelque chose qui est supposé être mis en vigueur évidemment avec le gouvernement du Québec et aussi le gouvernement fédéral avec l'Agence canadienne de l'eau. Vous avez le site Internet où est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher l'information. Candice? Alors, on a fait quelques constats. On a d'abord un groupe qui a travaillé sur l'état des lieux, donc passé à l'intérieur de nos écosystèmes. Puis on note, par exemple, qu'on a des habitats qui sont dégradés. On pense, par exemple, au lac Saint-Pierre qui est en voie d'eutrophisation. On a uniquement le chenal de navigation dans lequel il y a assez d'oxygène dissous. Et puis, on a des problèmes. On voit plus de perchaudes juvéniles de 0 à 2 ans. On a aussi, par exemple, à cause d'excédents de nutriments et aussi de changements climatiques dans l'estuaire du Saint-Laurent et dans le Golfe, dans les zones profondes, des zones qui sont en carence en oxygène, des zones qui sont en train de s'acidifier.
et ça fait qu'on a des populations de poissons comme les flétans qui migrent et puis qui quittent nos eaux. Alors, on a une volonté de faire de la biosurveillance avec des espèces sentinelles comme des belugas qui nous indiquent un peu l'état des écosystèmes étant donné que c'est une espèce en haut de la chaîne alimentaire et que ils ont de la difficulté à se reproduire, l'espèce est menacée. On a aussi des problèmes d'exposition humaine à des composés nocifs et en particulier pour ce qui est des perturbateurs endocriniens, mais c'est des choses qui ont à voir avec des problèmes de santé assez importants comme le développement neurologique. Évidemment, on a aussi beaucoup parlé de changement climatique et avec le besoin de renaturaliser les berges. Candice? Alors, les différents groupes de travail sont ceux-ci. On ne parlera pas d'agriculture aujourd'hui, ni tellement de qualité du milieu. On va d'abord parler de municipalité. Candice, suivant. Alors, les grandes recommandations, c'est de moderniser nos installations de traitement des eaux usées, les STAR, comme on appelle. On veut réduire la pollution en diffuse en milieu agricole. Suivant. Alors, on veut, parmi les grands objectifs, il y en a deux particulièrement, réduire l'exposition à des composés dommageables, puis améliorer la performance de nos systèmes de traitement d'eau usée. Merci beaucoup, Jean, pour cette présentation. On pourrait faire justement un petit aperçu où en étant dans les concertations pour moderniser nos installations en ce moment. Et est-ce qu'il faudrait prévoir des harmonisations pour répondre à certains enjeux de contaminants, Jean? Oui, en fait, on a parmi les critères qui sont sur la table présentement pour moderniser nos installations, il y a certaines choses qui manquent. Quand on regarde ce qui se fait en Europe, ce qui se fait aux États-Unis et ce qu'on a déterminé comme constat, on voit qu'il y a un enjeu avec l'azote total en particulier. Alors, c'est pas uniquement l'azote ammoniacal qui est problématique. L'azote total, c'est quelque chose qui est nocif pour des écosystèmes. On a toute la panoplie de contaminants émergents parmi lesquels on retrouve des polluants organiques persistants qui se bioaccumulent dans la chaîne alimentaire. On a des composés organobromiques, des retardateurs de flamme, par exemple. On en a beaucoup d'autres aussi. On a tout l'enjeu des microplastiques aussi. Alors, lorsqu'on prévoit la conception de nos installations de traitement des eaux usées, notre modernisation qu'on veut faire, c'est des enjeux qu'on doit regarder pour bien investir l'argent qu'on a à faire. Et pour régler les problèmes, on ne peut pas agir uniquement au Québec. Il faut qu'en Ontario et aux États-Unis aussi, ces enjeux-là soient regardés pour améliorer nos écosystèmes. Donc, ça nécessite qu'on se parle qu'on parle avec différentes juridictions, avec les gens, par exemple, du Great Lakes Restoration Initiative et des différents États américains, le gouvernement d'Ontario aussi. OK, si je comprends bien, là, on parle vraiment plus du continent nord-américain, mais qu'en est-il de la situation à l'international, particulièrement en Europe? Madame Bemel, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ça? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Candice. En fait, par rapport à l'Union européenne, il faut se rappeler qu'ils se sont dotés d'une directive cadre sur l'eau qui a un objectif commun qui vise à atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques d'eau douce et des eaux côtières, d'ici 2027. Donc, les moyennes pour y arriver sont quand même propres à chaque pays. Et les moyens qui sont implantés le sont selon les structures propres à chaque État. Par contre, l'Union européenne s'est quand même outillée de directives complémentaires qui encadrent l'atteinte de l'objectif global du bon état écologique. Donc, il y en a une qui est particulièrement intéressante pour nous, c'est la directive traitement des eaux urbaines résiduaires, qui est assorti d'une part des objectifs d'atteinte en termes de traitement des eaux usées et de raccordement, donc par rapport au minimum un traitement jusqu'au traitement tertiaire, voire un traitement supplémentaire pour la réduction des contaminants d'intérêt émergents. Cette directive aussi est assortie, puis ça c'est toujours important, d'un support financier et technologique important qui favorise en tous les cas et promue l'innovation et l'implantation de nouvelles technologies. C'est ça aussi assorti, et ça c'est aussi important, c'est de sanctions financières importantes en cas de non-atteinte des objectifs de la directive cadre spécifiquement et aussi de l'atteinte de la directive cadre dans son objectif global.
Et ce qu'il faut se rappeler aussi que présentement, dans un contexte d'un nouveau Green Deal européen, on vise même que l'atteinte de l'objectif zéro déchet. Alors, on est en train de réviser l'ensemble de cette directive sur le traitement des eaux usées pour y arriver. Et aussi, il faut ultimement se rappeler que le tout est financé, entre autres aussi, par la facturation des citoyens et des industries des quantités des eaux usées qu'ils rejettent et aussi de la quantité de surfaces imperméables qu'ils ont. Donc, on facture par rapport à la quantité d'eau de ruissellement qu'ils génèrent. Donc, ça permet ultimement de financer ces efforts-là. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que la technologie existe. Si vous regardez les exemples de la Suisse, on est en train d'y arriver à atteindre ces objectifs. Et si vous regardez le film Brave Blue World avec Matt Damon sur Netflix, vous allez voir qu'en termes de technologie, toutes ces solutions existent et on a les moyens pour y arriver. Merci. Merci. Justement, si on peut en revenir au Québec, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme constat à l'heure actuelle en matière d'eau usée municipale? J'inviterai Marc-André Desjardins, si vous pouvez nous faire peut-être un portrait. On vous entend pas, Marc-André. Monsieur Desjardins, il faut mettre votre micro. Oui, alors vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Excellent. Bonjour tout le monde. Alors, bien oui, effectivement, au niveau des eaux usées, on a 40 ans d'assainissement derrière nous maintenant. Et on a fait énormément de travail, il faut en convenir. Clairement, entre 1980 et 1996, il y a eu le programme d'assainissement des eaux du Québec qui s'est déployé. Et ça a été fait sous l'égide de la Société québécoise d'assainissement des eaux, la SQUA, comme on l'appelait familièrement. Et ça représentait des investissements considérables. On parle de 7 milliards de dollars pour donner cette première impulsion à l'assainissement des eaux usées municipales au Québec. Il reste qu'il faut maintenant reconnaître que le travail accompli, bien que considérable, est loin d'être terminé. Il faut comprendre que la moitié de nos eaux usées municipales au Québec ne subit qu'un traitement primaire en bout de ligne. Et ça, c'est dû au fait qu'on a de grandes villes comme Montréal, comme Laval, comme Longueuil, qui en bonne partie traitent leurs eaux usées avec des procédés physico-chimiques, donc des procédés qui sont efficaces pour la pollution particulière, mais qui ne peuvent pas enlever la pollution soluble qui, elle, typiquement, va être enlevée avec des traitements secondaires. Donc, ces villes-là, actuellement, sont à pied d'œuvre. Elles réalisent des études pour évaluer les pages qui devront être ajoutées pour permettre de rencontrer des normes de traitement secondaire, et ça va nécessairement impliquer des investissements considérables. L'autre élément à prendre en compte, c'est qu'au Québec, 25% des eaux usées sont traitées dans des étangs aérés. Notre parc de stations d'épuration comporte près de 70% des stations qui sont de type étang aéré, mais en volume d'eau usée, ça représente à peu près 25% des eaux usées traitées par des étangs aérés qui fonctionnent fort bien pour l'enlèvement de la pollution carbonée. Mais au niveau de la nitrification, donc de l'enlèvement de l'azote ammoniacal, la performance des étangs aérés est très inégale. Évidemment, on n'a pas de nitrification en hiver et en été, parfois les étangs aérés vont nitrifier, parfois ils vont pas nitrifier. Donc, ça peut résulter en présence de toxicité à l'effluent. Évidemment, nos stations d'épuration, il y a très peu de traitements tertiaires, traitements avancés, c'est à peu près inexistant. Il y a encore des stations d'épuration, j'allais dire plutôt des villes, des municipalités qui n'ont pas de traitement d'eau usée, surtout des petites municipalités, il faut le reconnaître, mais tout de même, près d'une centaine de municipalités en 2019 n'avaient pas de STAR ou de stations d'épuration pour traiter leurs effluents. Il y a évidemment toute la problématique des surverses dans les réseaux d'égouts qui va occasionner des débordements. Évidemment, on a beaucoup de réseaux combinés au Québec.
Donc, en temps de pluie, des débordements qui vont provoquer des contaminations bactériologiques. Et évidemment, je n'ai pas parlé encore de toute la question du vieillissement de nos installations au Québec. En 2020, nos stations d'épuration ont près de 25 ans d'âge, donc beaucoup d'ouvrages sont en fin de vie et vont nécessiter des investissements majeurs pour leur mise à niveau. Donc, oui, il va falloir mieux gérer les débordements d'eau usée en amont, mais il va falloir aussi compléter l'assainissement, mettre aux normes les installations existantes, mettre à niveau les installations vieillissantes, et c'est la raison pour laquelle Réseau Environnement propose au gouvernement du Québec d'investir massivement dans les infrastructures liées aux eaux usées, et c'est tout le chantier de l'assainissement 2.0 dont Jean Paquin parlait tout à l'heure. Voilà. Merci. Justement, à cet effet, il y a plusieurs acteurs du milieu qui ont souhaité un accompagnement un petit peu plus important de la part du gouvernement et ainsi qu'un guichet peut-être unique pour faciliter le processus. Vous avez mentionné la SQUA, justement, Monsieur Desjardins. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de cette ancienne SQUA pour améliorer justement l'accompagnement des municipalités dans leurs projets pour le développement, le financement et la réalisation de ces projets? Monsieur Cadorette? Oui, bonjour tout le monde. Merci Candice. Oui, je crois qu'on pourrait effectivement recréer une SQUA ou un organisme semblable. C'était un organisme qui relevait directement du Conseil du Trésor à l'époque. La diapositive suivante va vous montrer un petit peu l'année de création de la Société québécoise d'assainissement des eaux. Donc, quand vous regardez là, 1976, il y a eu question du service de protection de l'environnement du Québec qui a été créé, le ministère de l'Environnement. Début des comités des études en 77, 78, c'est là qu'est apparu le programme d'assainissement des eaux du Québec. Il y avait les 4 volets comme indiqué tout au début par M. Paquin. Les 4 mêmes volets existent encore. Et c'est un volet qui était évalué à l'époque, avant indexation, à un montant de 6 milliards de dollars. Mais comme, vous pouvez passer à l'étape suivante, mais comme le démarrage se faisait très lent, le programme avait été créé, les municipalités n'adhéraient pas au programme, les subventions étaient définies. Donc, il a été décidé de créer un organisme qui s'appelait à l'époque, c'était toujours la Société québécoise d'assainissement des eaux du Québec, qui était responsable de la réalisation du financement des ouvrages municipaux, autant au niveau de l'interception, du pompage et du traitement. OK? Puis le programme était, au départ, devait durer 10 ans, puis au bout d'environ 15 et 20 ans, la majorité des installations étaient complétées et mises en service. La Société québécoise d'assainissement, la particularité qu'elle avait, c'était qu'elle pouvait procéder au financement des ouvrages. Donc, elle s'occupait complètement des émissions de règlements, pas d'emprunt, parce que c'était pas des règlements d'emprunt. Donc, toutes les municipalités n'étaient pas obligées d'aller en processus de règlement d'emprunt pour le financement. Donc, ça venait alléger beaucoup le fardeau des municipalités et également accélérer comme tel la réalisation du programme d'assainissement des eaux. Et à l'époque, c'était une expertise technique puis administrative qui avait été développée avec une multitude de professionnels. Et donc, on s'occupait de l'acquisition des terrains, on s'occupait des études préliminaires, on s'occupait de l'embauche des bureaux d'ingénieurs conseils. Donc, toutes les étapes d'un projet, on était en charge de les réaliser. Quand je regarde aujourd'hui un petit peu l'état des stations d'épuration après 40 ans, depuis le début du programme d'assainissement des eaux du Québec, je me rends compte que les installations sont dans un état où il manque un peu d'amour, les entretiens ont été quelquefois négligés, donc il y a des mises à niveau importantes. Au début, le programme d'assainissement des eaux du Québec prévoyait, au niveau de la conception des ouvrages, pour ce qui pouvait être admissible aux subventions du programme d'assainissement des eaux du Québec, c'était 10 ans. Puis quand on regarde l'âge moyen des stations, supposons mise en service autour des années 80, entre 90 et 95, il y avait eu beaucoup de mises en service. Donc,
au niveau des mécaniques de procédés, ceux qui n'ont pas procédé à des remplacements d'équipements, la durée de vie utile est terminée, là. Donc, c'est tous des éléments qui sont à revoir dans l'assainissement 2.0. Et je crois que de créer un organisme similaire à la SUCO à l'époque, qui n'obligerait pas les municipalités à aller en règlement d'emprunt, parce que c'est un service essentiel. Donc, étant un service essentiel, je crois, moi, que un organisme complètement indépendant devrait être recréé, géré par le gouvernement comme c'était à l'époque. Et à cette époque-là, quand les dossiers n'allaient pas à la vitesse grand V comme on le voulait, ben on prenait les moyens puis on réussissait à faire débloquer les dossiers à l'époque. Je dirais, je pense que le mandat de la SQUAD à l'époque était responsable de la gestion du programme, gestionnaire de l'ensemble des activités, financement des projets, un élément très, très, très important. Et puis, parce qu'au début, ça n'allait pas assez rapidement, le gouvernement a décidé de créer à l'époque, comme ils appelaient, des subventions accrues avec une date de fin. Ça a créé une accélération très importante. Et je pense de repenser à ce modèle-là serait excellent. Et il y avait eu un respect qui s'était développé au niveau également, au niveau des bureaux d'études. OK, les bureaux d'études, c'était des municipalités qui, à l'époque, nous mandataient leurs bureaux d'études. Puis on avait établi des grilles de paiement au niveau des honoraires qui faisaient en sorte que c'était en fonction de la qualité. Aujourd'hui, quand on regarde ça, des fois, la qualité elle peut être mise de côté en fonction que le prix prime pour beaucoup. Donc, c'est un élément que la SUCO s'assurait de ces éléments-là. On signait les contrats avec les entrepreneurs, on faisait la gérance de chantier. Quand je dis on, puis j'ai comme l'impression de revivre mon passé parce que j'étais là pendant 15 ans comme directeur régional. Donc, la cétate suivante, s'il vous plaît. OK, puis un élément aussi qui était très important, c'était la mise en eau claire, les essais de performance, les manuels des fournisseurs. Puis, on ne la redonnait pas aux clients tant que l'ensemble des correctifs n'était pas réalisé à la satisfaction de notre client, qui était la municipalité. OK, puis on allait jusqu'à la coordination pour l'émission des avis de conformité pour être certain qu'1 an, 2 ans ou 3 ans après la mise en service, que tout était conforme sans rencontrer des exigences. Donc, j'ai nettement l'impression qu'il faut se pencher sur une solution où est-ce que ça prend un organisme complètement indépendant qui n'aurait qu'un seul et unique mandat, c'est de procéder à la mise à niveau des stations d'épuration et également au niveau des ouvrages de surverse, diminuer les fréquences de débordement et probablement construire plusieurs bassins de rétention dont la SUCO pourrait être utile également pour les acquisitions de terrain parce qu'on sait que ce ne sera pas facile de construire des bassins de rétention. On est toujours en milieu bâti, donc un organisme comme la SUCO devrait vraiment être pensé et réfléchi dans cette mise à niveau de l'assainissement 2.7. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Cadret, pour ce portrait. De manière générale, comment est-ce que ça se passe en ce moment pour les contrats de services professionnels? Est-ce qu'on a des recommandations pour stimuler et maintenir des services de qualité et pour optimiser un petit peu le financement et réduire le coût, ce qu'on commence à faire? Monsieur Desjardins. Oui, écoutez, Jean-Guy vient de l'évoquer. Actuellement, les villes, les municipalités qui octroient des mandats de services professionnels, on les met liés. Là, la réglementation est là. Les règles d'attribution de contrats donnent un poids prépondérant, il faut le dire, au prix par les firmes subventionnaires. Et ça, malheureusement, c'est bien souvent au détriment de la qualité technique des propositions. Et les conséquences, évidemment, sont néfastes parce que d'une part, les firmes se retrouvent avec des budgets d'honoraires insuffisants pour optimiser la conception des ouvrages. Ça se traduit aussi par des confrontations continuelles entre les municipalités donneurs d'ouvrages et les firmes d'ingénieurs qui réalisent des projets.
Et si on doit, disons, réaliser le défi de mettre en branle un chantier aussi imposant que l'assainissement 2.0, et peine à croire qu'on va continuer à entretenir une culture où on va choisir nos experts sur la base essentiellement du meilleur prix, parce qu'actuellement, ça revient à peu près à ça. Donc, des pistes de solutions, il y en existe. On parle beaucoup de la SBC, la sélection basée sur la compétence, dont l'Association des firmes de génie conseil fait la promotion. Mais je vous dirais que c'est pas juste l'Association des firmes de génie conseil qui fait la promotion d'un tel modèle, mais les villes, les municipalités, les premières réclament plus de liberté pour le choix de leurs professionnels. Elles souhaitent qu'en bout de ligne, on puisse confier les mandats aux experts qui ont la compétence pour les réaliser. Et déjà, certaines villes ont pris la liberté d'utiliser toute la souplesse que la réglementation actuelle leur donne, notamment sur la possibilité de recourir à des grilles pondérées où elles pourront contrôler le poids du critère pris dans l'évaluation des soumissions. Il y a des exemples récents de ça, comme la ville de Saint-Philippe ou encore tout récemment la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, au lieu d'aller avec une formule à 2 enveloppes où, bien souvent, lorsque on ouvre l'enveloppe de prix, ben là, c'est un peu une loterie parce que c'est la firme qui, en règle générale, aura plongé, qui va se retrouver gagnante du mandat, au détriment, bien souvent, de la compétence technique, comme on le mentionnait. Avec ces formules-là, on peut au moins contrôler et mieux assujettir le poids du prix dans l'octroi des mandats. Jean-Guy, tout à l'heure, parlait de l'époque de la SQA où les honoraires étaient fixés sur la base de barèmes reconnus. Donc, à ce moment-là, l'enjeu du prix soumis n'est plus discuté puisqu'il est fixé en fonction de barèmes reconnus. Et c'est véritablement la compétence technique qui va primer. Et je pense qu'en bout de ligne, lorsqu'on reconnaît que sur le plan des coûts globaux d'un projet, sur le cycle de vie d'un projet, les honoraires de l'ingénieur conseil, c'est 1 à 2 % du prix global des projets, de leur conception à leur démantèlement lorsque les ouvrages sont en fin de vie. 1 à 2 % de ce coût-là, c'est le poids des honoraires d'un ingénieur conseil. Je pense que c'est un mauvais calcul de couper à ce niveau-là, alors que c'est l'ingénieur conseil dans la conception qui peut faire les meilleurs choix et optimiser la conception pour que, globalement, les villes aient des projets mieux conçus qui vont, au final, représenter des coûts minimaux pour les usagers. Voilà, Candice, merci. Là, on a parlé pas mal d'infrastructures municipales. Est-ce qu'il y aurait le même genre de problématique qu'on rencontre avec des installations qui ne sont pas raccordées à l'égout collectif, Madame Bemel? Oui, en fait, il y a effectivement des problèmes, mais j'aimerais ça qu'on passe peut-être à la prochaine diapositive pour la définition. En fait, l'assainissement non collectif peut être défini comme consistant à traiter des eaux usées domestiques et parfois aussi commerciales sans utilisation d'égouts collectifs. Donc, selon les chiffres qui divergent un peu, entre 11 et 17 % de la population canadienne gère ces eaux usées par l'assainissement non collectif, que je vais appeler à partir de maintenant installation septique autonome ou dans le plus court ISA. Et vous pouvez passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'assainissement non collectif au Québec, c'est encadré par le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ces règlements-là, mais il y a 2 éléments qui sont fondamentaux par rapport à l'objectif de l'assainissement 2.0.
Et la première chose, c'est qu'il faut absolument revoir le concept de résidence isolée, qui dans le règlement est défini comme suit. Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou moins. Alors, il y a dans la définition de ce règlement-là aucune notion de la densité qu'un développement ou un amas de maisons, si on peut le dire de cette façon-là, peuvent avoir sur un territoire. Donc, il n'y a pas la notion de densité. Il n'y a pas une notion de qu'est-ce qui est réellement isolé. Donc, si on utilise son feeling personnel, si vous permettez l'anglicisme, on va penser à des maisons en campagne, des fermes. Mais dans les zones, entre autres, si on veut donner l'exemple du bassin versant de la principale prise d'eau de la ville de Québec, on a des secteurs considérés comme urbanisés qui sont sur installation septique autonome, les ISA. Donc, il faut vraiment revoir ce concept-là parce que ce développement-là à forte densité n'est pas durable. Pour plusieurs raisons. On contamine les eaux souterraines, on contamine les eaux de surface, on crée de l'eutrophisation et en plus, les personnes auxquelles on permet de se développer sur ce type de développement-là sont dans la majeure partie des cas également connectés à des puits individuels, donc avec un très haut potentiel de contamination d'un puits par une installation septique autonome d'un des voisins. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment considérés. L'autre élément, c'est que présentement, il n'y a pas d'obligation de raccordement à un égout, même s'il y a un égout qui passe tout près. Alors, ça, c'est quelque chose à revoir. Puis là où c'est particulièrement à revoir, c'est la réglementation sur les installations septiques. C'est que si on demande de faire ce qui a été discuté tout à l'heure par Jean-Guy et Marc-André, et on demande une mise à niveau de l'assainissement collectif, des investissements importants par rapport à la mise en place d'usines de traitement d'eau usée ou la mise aux normes ou une augmentation de leur capacité de traitement en termes de qualité à l'effluent, il faut absolument éviter que le règlement sur les installations septiques autonomes évolue complètement, comme c'est présentement le cas, détaché du réseau collectif. Puis je m'explique que si on demande aux municipalités d'investir davantage dans le traitement des eaux usées collectifs, ils peuvent aussi bien dire le règlement parallèle me permet de développer tant que je sois connecté, ça me coûte beaucoup moins cher, j'ai pas besoin de faire l'entretien, j'ai pas besoin de mettre des grosses installations en place. Donc, on risque de revoir de plus en plus de développement sur forte densité sur installations septiques autonomes, avec ultimement les personnes qui sont pénalisées ultimement, c'est les habitants, des personnes qui achètent ces maisons-là, qui se construisent dans ces développements-là et qu'on oblige tôt ou tard à se raccorder en réseau d'égout à des coûts quand même relativement élevés. Donc, on les pénalise de ce côté-là parce qu'on permet ce type de développement et après ça, on les oblige à revenir en arrière. Donc, on retombe un petit peu dans les années 80, la situation qui a été expliquée tout à l'heure. Et en plus, on ne protège d'aucune façon leur santé personnelle parce qu'on a un très fort risque de contamination des puits individuels, mais l'État la santé publique ne prend pas la responsabilité pour la santé des personnes qui sont connectées à un puits individuel. Donc, il y a aussi toute la problématique du règlement qui n'est pas vraiment construit dans l'optique de pouvoir permettre l'innovation et la mise en place d'usines de traitement, si on veut, miniatures qui existent ailleurs déjà, comme en Europe, pour avoir un meilleur traitement des eaux usées des installations, des maisons réellement isolées. Donc, il faut revoir ça. Puis aussi, il faut inclure, puis ça, je pense, c'est vraiment important, même si je sais que ça serait contesté, mais il faut que la municipalité ou le règlement inclut une possibilité de révoquer l'autorisation délivrée pour une installation septique autonome s'il y a un soupçon de contamination du milieu voisinant.
Donc, en gros, ça serait mes recommandations concernant l'assainissement non collectif. Donc, surtout pas le laisser s'évoluer de manière complètement en parallèle avec ce qui est proposé pour l'assainissement collectif. On sait qu'il y a déjà des concertations qui ont été lancées avec le collaboratif Grand Lac et Saint-Laurent, et ils ont d'ailleurs publié un plan d'action 2020-2030 en juin dernier, si je ne me trompe pas. Monsieur Paquin, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Jean, on vous entend pas. Excusez, j'ouvre mon micro. Oui, c'est ça. Il y avait 4 tables de travail, une sur les substances toxiques et les contaminants d'intérêt émergent, une sur les nutriments. Alors, on a parlé un petit peu des 2 sujets à date. Il y en avait une sur les changements climatiques et une sur la contamination bactériologique. Et puis, ça, je veux peut-être laisser Madame Fleury de la Ville de Montréal en parler parce qu'elle était co-présidente sur cette table-là. D'accord. Justement, donc dans ce cas, dans cette optique-là, qu'est-ce qu'on peut en dire sur la contamination bactériologique et les plages? Et quels seraient les bénéfices concrets pour les citoyens si les recommandations dont on a parlé et du collaboratif étaient appliquées? Madame Fleury? Oui, merci Candice. Bonjour. Donc, bien sûr, c'est bien qu'il y a de très nombreux bénéfices à la mise en place de mesures pour réduire et améliorer la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel, autant pour la santé de l'environnement que pour la santé humaine. Mais ici, le but était de vous parler un peu du bénéfice direct pour les citoyens, qui est le fait de pouvoir profiter davantage des plans d'eau de façon sécuritaire. Et ce que je dirais, en fait, c'est qu'on sent un désir collectif très fort depuis quelques années. Et je crois, et c'est l'opinion du collaboratif également, que c'est un levier important dont on peut se servir pour concrétiser des projets, des grands projets d'amélioration. Donc, tous ceux dont on a parlé là un peu plus tôt. D'ailleurs, l'intérêt de la population explique qu'un des axes des travaux du collaboratif portait sur les plages et la contamination bactériologique. L'image que vous voyez à l'écran présentement, c'est celle de la plage de Verdun qui a été ouverte en 2019. Et c'est un exemple concret avec celui de la plage de Beauport que vous allez voir sur la prochaine diapositive. Des bénéfices pour la population, des efforts d'amélioration de la gestion de l'eau. Alors, je vous présente les grands constats et ensuite les recommandations qui sont ressorties des travaux de la table plage. Candice, oui, voilà. Alors, donc, un premier constat, c'est que 50% des sites qui étudiés en bordure du fleuve ont un potentiel de baignade faible ou très faible. Pourquoi? Ben, en fait, c'est évidemment en raison des débordements d'eau usée municipales, de raccordement inversé également. Raccordement inversé qui veut dire une conduite d'égout malencontreusement raccordée à une conduite pluviale. Donc, les eaux usées sont rejetées directement au fleuve et ne viennent pas à la station d'épuration. Ensuite, le rejet d'installations septiques et la pollution diffuse agricole. On a également constaté qu'il y a une absence d'encadrement pour l'ouverture et l'exploitation de plages au Québec. En fait, présentement, il y a le programme Environnement Plage qui est géré par l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Mais par contre, ce programme-là, c'est davantage pour l'exploitation et on y adhère de façon volontaire. Donc, ce n'est pas une obligation. Une diapositive. Donc, les recommandations. La première recommandation que la table plage a fait était de demander au gouvernement du Canada et du Québec de développer et de mettre en place une approche basée sur le risque pour l'ouverture de l'exploitation et l'exploitation de plages. Et cette recommandation rejoint vraiment celle aussi qui a été émise là par le groupe collaboratif, mais des Grands Lacs.
Les sous-recommandations, si on veut, étaient à l'effet d'adopter une nouvelle réglementation pour mieux encadrer l'aménagement et l'exploitation des plages et de développer des outils, par exemple, de produire un guide de bonne pratique et un protocole de suivi de la qualité de l'eau pour pouvoir uniformiser là, les façons de faire sur notre territoire. Et finalement, ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, on demande au gouvernement de financer les améliorations aux ouvrages d'assainissement des eaux usées et les infrastructures vertes pour réduire le nombre de débordements en temps de pluie. Et je termine en disant qu'évidemment, la dernière recommandation a également été retenue par la table substances toxiques et contaminants d'intérêt émergent. Merci. Merci beaucoup, Madame Fleury. Très intéressant pour ces recommandations. J'inviterai maintenant tous les participants et participantes au panel à discuter, donc à poser vos questions ou à nous partager vos remarques, vos recommandations. Et puis on peut commencer justement, on en a déjà reçu quelques-uns. Ce serait d'abord justement une remarque qui concerne les contrats de service et qui mentionne que seule la ville du Québec, les villes du Québec sont aux prises avec la loi des cités et villes qui impose de prendre le plus bas soumissionnaire pour des services professionnels. Est-ce que vous pouvez réagir à ça, peut-être Marc-André? Oui, on l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, les villes, les municipalités sont assujetties à la loi des cités et villes qui impose des façons de faire depuis nombre d'années concernant l'attribution des mandats de services professionnels. Malheureusement, la formule mathématique qui est imposée pour l'attribution des mandats donne un poids prépondérant pour le prix, sur le prix. Donc, à partir du moment où la firme obtient la note de passage, qui est normalement 70%, les enveloppes de prix sont ouvertes et par la suite, en fonction du prix, l'équation mathématique donne une note finale et cette note finale-là détermine le gagnant. Malheureusement, de par sa construction, l'équation donne un poids vraiment important au prix soumis, de sorte que à partir du moment où une firme a obtenu la note de passage, comparée à une autre qui, elle aussi, aurait obtenu une note de passage également, mais même une note très, très supérieure. Mais à partir du moment où on a la note de passage, je dirais qu'en règle générale, c'est le prix soumis qui va déterminer la firme gagnante. Et ça, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est bien souvent au détriment de la qualité technique des propositions. J'ai quand même mentionné que la loi des cités et villes ouvre la porte néanmoins à ce que des villes puissent recourir à une formule de grille pondérée où elles pourront elles-mêmes déterminer le poids du critère de prix. C'est une approche qui était peu utilisée jusqu'à maintenant, mais on le voit de plus en plus. Certaines villes maintenant décident de recourir à cette approche-là, de sorte qu'elles ont plus de latitude à déterminer elles-mêmes le poids du critère de prix. Cela dit, au final, il reste que tout ça fait intervenir cette question du prix pour les services professionnels, alors que si on examine l'exemple qui était évoqué par Jean-Guy Cadorette tout à l'heure, à l'époque de la mise en œuvre du programme d'assainissement des eaux du Québec, la question du prix des honoraires professionnels n'était pas un enjeu parce que c'était déterminé par un barème en fonction d'un pourcentage du coût des travaux. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment la compétence technique qui était le critère essentiel et les villes avaient la possibilité de choisir
leurs firmes partenaires en fonction de ces critères-là. Donc, je crois que on pourrait s'inspirer de l'utilisation de barèmes reconnus, comme ça se fait ailleurs, comme ça se fait même au niveau du gouvernement du Québec, en passant. Donc, malheureusement, les villes, les municipalités sont assujetties à des règles qui sont différentes de celles que le gouvernement lui-même impose par ailleurs. Je crois qu'on devrait quand même faire une réflexion parce que si on continue de cette façon-là, le risque, c'est que l'industrie va s'effriter, on va perdre l'expertise qu'on a acquis et ça augure rien de bon pour la relève. C'est surtout inquiétant au vu du défi que représente le chantier d'assainissement 2.0 parce qu'on va vraiment avoir besoin de toutes nos compétences pour relever le défi d'un tel projet, d'un tel chantier. Et au niveau de l'optimisation des coûts, je pense qu'il y avait des choses à faire au niveau de la concertation. Oui, effectivement, lorsqu'on rencontre des municipalités, on se fait souvent demander comment est-ce qu'il y a moyen de diminuer les coûts. Dans le passé, quand on a vu qu'il y avait des programmes d'assistance financière pour des choses comme, par exemple, la réhabilitation structurelle d'aqueducs, nous, en tant que firme qui faisons ce genre de travaux-là, lorsqu'il y a un programme, bien évidemment, il y a une accélération des travaux, on a besoin d'avoir beaucoup de monde. Après ça, bien, le programme cesse, on doit mettre à pied des gens. Il y avait un financement qui était stable, prévisible pour des travaux d'infrastructure, des travaux, par exemple, de réhabilitation d'aqueducs ou d'égouts. Ce serait possible d'avoir des économies d'échelle avec des équipes qu'on est capable de conserver, des équipements et tout, et d'avoir des économies au point de vue de la réalisation des travaux. C'est un exemple seulement, mais c'est effectivement, ça fait partie du genre de solution auquel on est capable de penser. D'accord, merci beaucoup. Une question maintenant qui est adressée à Madame Bemel concernant les ISA. Même en cas de forte densité de maisons, si les ISA sont conformes aux normes récentes de traitement en eau, ne serait-il pas acceptable que ces ISA soient indépendantes du réseau d'égouts? En fait, j'ai envie de répondre à cette question-là par un nom assez clair. Et je m'explique. En fait, quand vous dites normes récentes de traitement des eaux, si c'est bel et bien les normes du Q2A 22, dans ce cas-là, ça serait effectivement un non. Il faut se rappeler que le Q2A 22 a été conçu basé sur les connaissances scientifiques des années 70 et ça a été conçu dans l'objectif de protéger à la base la contamination par les E. coli, par l'Escherichia coli, donc par la contamination un peu, ce qu'on peut dire, biologique. Et ils ont été effectivement aussi, ce règlement-là a été quand même conçu aussi dans une optique où il n'y a pas nécessairement une forte densité justement sur lesquelles on se développe. Il n'est pas pris en compte jusqu'au bout dans ces règlements-là, c'est le traitement de l'ensemble des contaminants qui peuvent être amenés par les défécations humaines, comme les résidus médicamenteux, comme les résidus des produits qu'on utilise pour le nettoyage des maisons, le lavage, l'hygiène personnelle. Donc, il y a de plus en plus d'éléments, des contaminants d'intérêt émergents qui ne sont pas traités par ces systèmes-là et qui ont le potentiel de se retrouver dans les eaux souterraines. Donc, comme on disait tout à l'heure, la contamination entre les installations septiques et les puits quand on est dans une situation de forte densité. Il faut aussi tenir compte du fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de développement de maisons qui sont pas de type chalet, mais vraiment des types de maisons quand même assez grandes, assez importantes, avec des très grandes baignoires, des fois à la grandeur d'un spa, donc une consommation d'eau qui peut être parfois très importante. Ça veut dire qu'en même temps qu'on tire d'une quantité d'eau importante des puits,
ça veut dire aussi qu'on a le potentiel d'attirer davantage les eaux qui percolent par les installations septiques. Donc, il y a des études, notamment dans le bassin versant du lac Saint-Charles, qui font vraiment état de ce phénomène-là. Et il y a aussi de plus en plus de développement où on a un petit peu la démonstration que c'est exactement ce qui est en train d'arriver, parce que il y a dans le nord de Montréal, comme dans le bassin versant aussi du lac Saint-Charles, pour ne pas le nommer encore une fois, mais il est très bien étudié, où ce que des gens manquent même de l'eau dans leur puits à cause de cette forte consommation-là. Alors, le risque, il est réel et il faut en tenir compte par rapport à le développement de forte densité sur installation septique autonome. Un réseau d'égouts collectifs ou du moins collectif pour, mettons, une cinquantaine de maisons avec un traitement commun. Toujours une question de taille aussi, d'échelle. Et en tous les cas, toujours recommandé si on est dans des développements dits de style urbain sur puits. Existe-t-il des procédés qui permettent l'enlèvement des microplastiques? Et est-ce que si on existe ce genre de procédés, elles sont reconnus par le gouvernement? Je peux peut-être commencer avant de laisser la parole à Marc-André. Une difficulté avec les microplastiques, c'est que la densité est très proche de celle de l'eau. Un autre enjeu, c'est que ces microplastiques-là agissent comme des éponges pour un paquet de contaminants qui vont se retrouver après ça dans les écosystèmes. On parle aussi de microfibres qui viennent de vêtements et qui sortent beaucoup à la fois avec les laveuses et aussi dans les sécheuses. Ça se retrouve dans l'air et ensuite c'est abattu par la pluie, ça se retrouve dans nos égouts. Alors, au point de vue de technologie, les technologies existantes ne sont pas tellement efficaces. Je vais peut-être passer la parole à Marc-André. Oui, Jean, tu as parfaitement raison. Malheureusement, nos technologies conventionnelles sont ce genre de contaminants. Cela dit, il existe des systèmes de filtration avancés qui pourraient permettre une performance accrue. Actuellement, compte tenu des normes qu'on imposées actuellement aux villes, aux municipalités, on n'a pas nécessairement besoin d'atteindre ces niveaux d'enlèvement-là. Mais c'est comme pour toute la question des contaminants émergents. On a aussi évoqué tout à l'heure la question de l'azote. On doit faire une réflexion sur le niveau d'exigence qu'on devrait imposer en vue d'un nouveau chantier d'assainissement au Québec, compte tenu de ce qui se fait ailleurs, compte tenu aussi des technologies disponibles. On a dit effectivement que dans bien des cas, c'est pas que la technologie n'est pas disponible, c'est juste que c'est pas nécessaire de l'implanter ici parce que nos normes sont moins sévères. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer à se payer le luxe de normes moins sévères? C'est toute la question, c'est tout le débat qu'on doit évaluer ensemble parce que les impacts sont là. Jean a évoqué tout à l'heure la question de l'estuaire du Saint-Laurent avec les zones époxy, la question relative à l'azote total. On parle beaucoup d'azote ammoniacal, en effet, puis de la toxicité aiguë que peut amener des concentrations excessives en azote total. Mais il reste que même les stations qui nitrifient au Québec rejettent des concentrations importantes en nitrates. Et ces nitrates-là peuvent ultimement avoir un impact. Donc, que ce soit la question des microplastiques, des contaminants émergents ou de l'azote total, on doit faire une réflexion sur le niveau d'exigence qu'on veut s'imposer, au moins dans une optique de vision future, dans la mesure où, si on met en place des changements, des ouvrages maintenant, ils devraient être conçus pour permettre, dans le futur, de pouvoir être modifiés aisément pour permettre l'atteinte d'exigences plus sévères
à l'image, par exemple, de ce qui se fait en Europe. Monsieur Desjardins, à cet effet, est-ce que, on me demande, on a vu ces derniers temps que la création d'une agence canadienne de l'eau, est-ce que cette agence-là serait susceptible d'intervenir en matière d'assainissement? Ben, je peux peut-être répondre à ça. Le gouvernement canadien finance quelque chose comme un 40% des installations, mais de base, c'est une juridiction québécoise, le traitement des eaux usées municipales. Alors, c'est le Québec qui est le chef d'orchestre dans un cas comme celui-là. Par contre, le fédéral se préoccupe. Il y a une loi sur les espèces en péril. Ils ont juridiction sur les voies navigables. Donc, il y a un effort commun qui doit être fait avec le gouvernement canadien à travers, avec possiblement la future agence canadienne de l'eau, et aussi pour parler avec les gens aux États-Unis pour harmoniser nos critères dans nos grands écosystèmes. J'ai pas bien compris. Candice, est-ce que tu quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Oui, en fait, moi, j'avais quelque chose à ajouter par rapport aux microplastiques, puis ensuite, pour l'autre question de l'aide du soutien financier. Pour les microplastiques, en fait, je sais que présentement, dans le domaine de la recherche, c'est un sujet très d'actualité, très... il y a plusieurs groupes de recherche qui vont se pencher sur la question, au moins de faire un état de situation, de la présence, de l'enlèvement aussi dans les stations d'épuration. Donc, dans les prochaines années, on va avoir toujours plus d'informations sur le niveau de toxicité également. Comme M. Paquin disait qu'effectivement, il y avait aussi une problématique d'absorption des contaminants d'intérêt émergent sur les microplastiques. Donc, tout ça, c'est un domaine en ébullition présentement et je crois qu'on pense à nos questions. Et en parallèlement à ça, j'espère qu'il va y avoir aussi des projets qui vont se pencher sur comment les enlever et non pas juste un état de situation des effets toxiques plastiques. Et puis juste pour compléter un peu ce que M. Paquin a dit pour le financement, il faut quand même pas négliger le financement qui nous provient du gouvernement fédéral parce que pour des grands projets comme ceux qu'on fait à Montréal, l'aide fédérale est très, très significative. Donc, effectivement, c'est une compétence provinciale, mais le fédéral doit apporter son soutien à ce genre de grand soutien, de grands projets extrêmement coûteux. Voilà. Et merci beaucoup pour cette intervention. Quelqu'un d'autre? Nous allons donc passer à une autre question qui fait d'ailleurs écho à la présentation qu'on a eue hier sur les enjeux de la pénurie dans le secteur de l'eau, justement. Et la personne remarque qu'il y a déjà une pénurie de professionnels qualifiés, notamment les ingénieurs seniors. Et est-ce que vous avez des pistes de solutions pour regagner l'expertise? Je me sens interpellé par une telle question. Évidemment, comme vice-président environnement chez Phoenix Innov, on a cette pénurie de professionnels. Je crois que, d'une part, inévitablement, ça fait écho à la problématique des honoraires professionnels que nous avons pour réaliser nos projets. Je crois que si on réalise des projets avec des budgets qui sont insuffisants, naturellement, ça limite la possibilité de recourir à des ressources seniors pour accompagner les plus jeunes dans la conception de ces projets-là. Donc, en soi, c'est une problématique.
L'autre élément, c'est qu'il faut s'assurer de garder des conditions qui vont faire en sorte que les ressources seniors vont continuer d'avoir le goût de partager leurs connaissances avec les plus jeunes. Actuellement, il faut bien reconnaître que dans l'industrie du génie conseil, les 15-20 dernières années ont été plutôt difficiles pour toutes sortes de raisons. Ça, dans un contexte comme celui-là, c'est pas toujours évident de convaincre les seniors de demeurer et de ne pas quitter le navire, de continuer à partager leurs connaissances. Néanmoins, on sent que moi, personnellement, je vois quand même une lumière au bout du tunnel parce que pour les dernières années, la faveur de tout la prise de connaissances et les responsabilités accrues que les firmes se sont données sur le plan de l'éthique professionnelle, on sent que il y a une reprise en main de l'industrie qui s'est faite. La confiance revient et on voit de plus en plus d'ingénieurs seniors qui acceptent de demeurer et de continuer à partager leurs connaissances. Et ça, c'est de bon augure que ces ressources-là ont de l'expertise et on doit s'assurer que cette expertise-là est transférée à notre relève et ce processus-là, ne peut se faire que si les gens continuent d'avoir du plaisir à faire les projets. Puis ça, pour que ça arrive, il faut que les conditions soient au rendez-vous et ça inclut de se respecter entre firmes d'ingénieurs conseils. Ça implique d'avoir des budgets suffisants pour réaliser les projets. Ça implique d'arrêter d'être en confrontation continuelle avec nos clients parce que dès le jour 1, on sait déjà qu'on n'aura pas le budget requis pour réaliser un travail de qualité. Alors, en corrigeant ces facteurs-là, je pense qu'on va améliorer la rétention de notre personnel, puis on va assurer un transfert adéquat de l'expertise vers nos plus jeunes. Que l'expertise, on en a. On a développé une super industrie au Québec dans le génie conseil et cette expertise-là, développée notamment dans le cadre du programme d'assainissement des eaux, elle a traversé les frontières. Pour ma part, je me suis retrouvé à 38 ans responsable de l'agrandissement de l'association d'épuration de Gabal El Asfar au Caire, un projet majeur que j'aurais pas pu réaliser n'eût été de l'expertise acquise au programme d'assainissement des eaux du Québec. J'aimerais ajouter peut-être un petit complément, si je vous permettez. Bien sûr. En fait, il y a aussi tout un problème par rapport au recrutement. C'est le problème du recrutement à l'international, la difficulté d'amener des gens ici et surtout de faire reconnaître des formations d'ingénieurs d'ailleurs, comme la France en est juste à côté. Je connais des ingénieurs français qui pratiquent depuis 15-20 ans au Québec, puis ils ont abandonné l'effort de vouloir se faire reconnaître comme ingénieurs. Donc ça, je suis pas ingénieur, mais je pense que c'est une difficulté majeure par rapport au recrutement et de se faire reconnaître ces types de titres professionnels au Québec. Ouais, Madame Memel, effectivement. J'aimerais peut-être... Oui, bien sûr. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose au niveau de la main-d'œuvre. Nous, on est dans le service firme d'exploitation, l'Aquatec Simo, au niveau de l'opération de l'entretien des usines. Mais je crois que dans la mise à niveau devrait être inclus tous les équipements requis pour pouvoir faire de la télégestion à distance. Donc, tous les équipements de télémétrie, tous les équipements de transmission de données devraient être un outil de base reconnu, ainsi que tous les outils requis comme l'implantation de la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Ça devrait être inclus dans la mise à niveau des installations. Parce que ça a été une lacune dans le suivi de celle-ci dans le temps.
Et on manque de main-d'œuvre au niveau opérationnel. Donc, si on a moins besoin de se déplacer pour aller recueillir l'information et qu'elle vient à nous, ben, ça va peut-être nous aider à titre d'exploitant au niveau des besoins en opérateur. D'accord. Merci, M. Cadorette. J'ajouterais juste une petite chose, excusez-moi. Tout à l'heure, il y a eu, Carole a parlé des raccordements croisés. Quand on a débuté le programme d'assainissement des eaux du Québec, on faisait à l'époque des études épiques là, de eau par infiltration et captage. Et on avait tout répertorié les raccordements croisés. On avait fait de la réhabilitation pour les corriger. Quand j'entends encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, parler de raccordements croisés, il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose quelque part, là. OK, donc, les mandats d'ingénieurs conseils, de bureaux d'études devraient être de la surveillance à 100% et non de la partielle. Parce qu'on a à subir ça encore aujourd'hui, corriger des raccordements croisés. On est une entreprise de service, on répond à des appels d'offres en 2021 encore pour la recherche de raccordements croisés. Je ne pensais plus d'entendre parler de ça. Donc, la surveillance à temps plein au niveau des bureaux d'études, c'est une nécessité. D'accord. Ben, merci, M. Cadorette. C'est ce qui va conclure nos discussions. Merci à tous les panélistes pour leur intervention. Très intéressant. On vous rappelle qu'on aimerait écrire un document de recommandation prochainement adressé au gouvernement. On aimerait inviter tous les participants et participantes à nous faire part de vos recommandations, justement, ou de vos commentaires pour améliorer la situation ou pour recommander justement des bonnes pratiques en matière d'assainissement des eaux. On vous invite à vous faire part de ceci jusqu'au 25 novembre 2020 prochain. À l'adresse qui est mentionnée là-dessous, c'est la mienne. Donc, nous comptons sur la participation de toutes et tous. Voilà, merci encore à vous pour vos interventions. C'est ce qui conclut cette session du matin du symposium. On va prendre une courte pause de 15 minutes et on vous donne rendez-vous pour les prochaines sessions qui traiteront de gestion et financement des services d'eau d'un côté et des eaux pluviales de l'autre. Donc, nous vous donnons rendez-vous à 10h15. Merci beaucoup.